Salut chers fidèles auditrices, auditeurs de la VGK, nous sommes encore très ravis de vous retrouver dans cette émission Éclairage aujourd'hui qui va parcourir les actualités sociopolitiques de notre pays, tout ce qui tourne autour de la vie chère. Nous avons connu aussi une attaque djihadiste. Nous allons, n'est-ce pas, parler de la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe, les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise. Je vous annonce d'abord que nous avons Francis Pedro Amouzou. Il est conseiller chargé des relations avec les médias. Et c'est pour vous dire que bientôt, ANC sera dans la course des élections régionales qui se pointent à l'horizon. Nous allons faire un tour vers la mairie Golfe 4 avec ce torchon qui brûle entre le maire Golfe 4, monsieur Fabre Jean-Pierre, et le ministre de l'administration territoriale, Payadoua Boukpessi, sur le changement de voie dans sa commune. Voilà entre autres questions que nous allons aborder avec notre invité du jour. Je vous rappelle, il est le conseiller chargé des relations avec les médias, aussi journaliste Francis Pedro Amouzou. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour à vos auditeurs de Radio VGK à Palimé. Je veux bien manger du bon foufou aujourd'hui. N'est-ce pas? Ah oui. Ce sera après l'émission. Bah oui, vous savez que Palimé est réputé faire du bon foufou. Donc je ne peux pas venir à Palimé et ne pas en manger. Voilà. Merci. Je pense les auditeurs vous ont senti que vous êtes présents avec nous au studio. Alors nous allons commencer notre protocole avec cette attaque djihadiste dans le Pendjal, précisément à Kwepankadi, contre l'armée togolaise dans la nuit du mardi 10 au 11 mai 2022. Quelle analyse l'ANC fait autour de cette situation? En réalité, nous avons appris par la voie des ondes que notre pays a été attaqué aux environs de Kwekpakandi, dans le Pendjal. Une zone que je connais très bien parce que l'ANC a des fédérations dans la zone. Pas plus tard que nous-mêmes, nous l'avons visité il y a à peine un an pour aller requinquer nos structures de base là-bas. Alors, quand nous avons eu ce communiqué du gouvernement, dans un premier temps, en tant qu'humain, c'est la consternation. Nous nous sommes dit, mais le Togolais ne peut pas mourir gratuitement comme cela. Donc, en tant que parti bien structuré, l'ANC a sorti un communiqué pour condamner cette attaque et présenter ses compassions aux familles éplorées et en même temps aux blessés. Ensuite, l'ANC s'est interrogé sur les causes de cette attaque. Vous savez, le djihadisme ou le terrorisme se nourrit de la mauvaise gouvernance, de la misère, se nourrit de la pauvreté abjecte. Donc, l'ANC s'est vraiment interrogé également sur la capacité de la CEDEAO à endiguer ce fléau-là et à permettre aux populations de vivre tranquilles dans l'espace qui englobe la CEDEAO. Donc, finalement, un autre communiqué du gouvernement nous apprend, une semaine après, qu'il y a eu à peu près une quinzaine de djihadistes tués. Vraiment, ça fait un peu yo-yo, à notre sens. Bon, c'est pour dire que quand on a annoncé seulement que dans les rangs de l'armée togolaise, il y a eu 8 morts, 13 blessés, aussi de l'autre côté, l'armée togolaise a pu mettre la main sur 15 de ces djihadistes. Vous savez, si vous ne savez pas utiliser la communication, vous allez mal communiquer. Et sur ce coup-là, le gouvernement a mal communiqué. Il faut le dire très clairement. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a attaqué et dans vos rangs, vous avez perdu des vies humaines, vous avez des blessés. Et ceux qui sont venus vous attaquer, et on apprend sur RFI que non, mais ils sont même restés pendant 3 heures ou 4 heures de temps dans le camp. Ils sont même allés se baigner dans un barrage à côté. Et c'est une semaine après que vous venez nous dire qu'il y aurait eu une quinzaine. D'abord, ce n'est pas précis. Ensuite, nous n'avons pas eu les images pour savoir si réellement ça s'est passé. Quand c'est comme ça, vous semez la confusion dans la tête des citoyens. Donc, nous demandons au gouvernement de ne pas s'amuser avec ce truc-là, de dire les choses telles
lesquelles se sont passées pour que le peuple ou les populations togolaises puissent savoir à quoi s'en tenir. Je vous assure que la zone, l'ANC la connaît bien. C'est la grande misère. Et quand vous allez là-bas, parfois vous allez pleurer. Nos concitoyens qui sont dans cette zone-là, mais c'est très difficile. Voilà. Oui. Est-ce que cette situation, c'est ça qui a laissé passer ce que nous attendons aujourd'hui ou bien ce que nous avons eu comme attaque, malgré que l'armée a un poste là-bas? Je ne saurais le dire, mais l'ANC en tant que parti doit analyser le pourtour de la question et c'est pour ça que l'ANC dit, lorsque les populations mangent au moins à leur faim, lorsqu'ils se sentent bien dans leur pays, ces populations-là n'embrassent pas ces voies qui sont des voies de déviance. Vous voyez? Donc, pour nous, la balle est dans notre camp. C'est vrai que ces terroristes ou djihadistes-là embrassent un peu la religion pour camoufler leurs mauvaises actions, l'islamisme entre griffes. Ça fait un peu yo-yo qu'on laisse ces genres de phénomènes gangréner nos pays. Voilà à peu près ce que nous pensons et nous demandons au gouvernement, faites en sorte que le pays soit mieux gouverné, que les richesses soient mieux partagées et que les populations se sentent chez elles. Mais regardez, dans la zone il n'y a pas longtemps, il y a eu débrayage des enseignants et des élèves. On a vu comment les choses se sont passées là-bas. Regardez, des enfants, on les embassit parce que ces enfants-là ont demandé que leurs enseignants reviennent en classe. On les a enfumés proprement à coups de grenades lacrymogènes. Lorsque vous violentez tout le temps les populations, vous êtes sûr qu'elles vont vous aider quand vous aurez besoin d'elles. Un ministre s'est vanté, il faut les enfumer. Alors, lorsque vous vous comportez comme ça, vous ne pouvez plus venir demander à la population de venir vous aider parce que dans ce genre de situation, il n'y a que la population pour aider les forces de sécurité et les forces de défense. Donc, il vaut mieux traiter la population pour qu'elle soit à même d'aider les forces de sécurité. Voilà la position claire de l'ANC. Voilà, disais-je tout à l'heure que malgré que l'armée togolaise a un poste à Kankandi, les djihadistes ont perpétré. Est-ce que vous voulez nous dire par là, selon la situation dans le pays, le gouvernement n'a pas su comment cadrer les choses, surtout la grève des enseignants avec tout ce que vous avez dit? Est-ce une réponse des djihadistes en faveur de la population que vous qualifiez que l'armée est en train de malmener? Je ne saurais le dire, mais mettons bout à bout la situation dans la zone. C'est un terreau fertile, à mon sens. D'abord, les forces de défense, leur rôle, c'est assurer la sécurité et l'intégralité du territoire. C'est ça leur rôle, les forces de défense. Mais demandons-nous si ces forces de défense-là sont bien traitées. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas encore un an, j'étais avec des collègues dans la zone pour requinquer nos fédérations, mais dès que vous quittez Diapaon pour aller dans le Pendjal, c'est-à-dire de Tone à Pendjal, à peine vous avez fini de faire 15 km que vous avez des checkpoints jusqu'à Mandouri. C'est-à-dire toute la zone, à chaque kilomètre vous avez des checkpoints. Vous avez un barrage militaire. Et nos militaires qui sont sur ces barrières-là, est-ce qu'ils sont bien traités? Parce que une force de défense qui a quitté sa famille pendant des semaines, des mois, et qui est dans la brousse, et qui est maltraité, ça c'est un. Deux. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont maltraités? Parce que pas plus que longtemps, le chef de l'État a fait un déplacement vers eux. Mais oui, je me pose des questions. Est-ce que ces gens-là sont bien traités? Est-ce qu'ils ont l'équipement d'appoint pour faire face à tout ça? C'est vrai qu'il y avait eu une première attaque il y a 6 mois. Le chef de l'État s'est porté là-bas. J'aurais aimé qu'il se porte encore là-bas au moment où il y a des morts. Il a quand même envoyé une représentation dirigée par la ministre de l'Armée. Vous savez, j'aurais aimé que lorsque le pays a des problèmes de ce genre, que le chef de l'État s'exprime lui-même. Parce que c'est lui qui est garant de la sécurité de nous tous. Il est obligé. Le chef de l'État ne peut pas se taire tout le temps. Je vous le dis clairement, ça c'est mon opinion personnelle. On
On ne peut pas perdre 8 de nos soldats, avoir des blessés, et puis rien de la part du chef de l'État. Mais non, c'est important, parce que les 8 soldats qui sont tués là, mais ils ont des familles. Je ne sais pas. Si on nous donne leur nom, peut-être que j'ai un parent dedans, je n'en sais rien. On a compris la position de l'ANC face à cette attaque malheureuse, mais on se pose aussi la question, que fait le pays limitrophe? Par exemple, le Burkina, il y a les pays limitrophes, il y a le Ghana, il y a le Bénin, Cameroun, et on apprend tout récemment que le Mali est sorti de la G5. Est-ce que ça ne laisse pas le champ à ces djihadistes d'avancer, d'embraser toute la sous-région? Vous savez, il doit avoir une action concertée de tous les pays de la CEDEAO d'abord. C'est pour ça que l'ANC, dans son communiqué, s'est attaqué à la CEDEAO en disant que la CEDEAO ne joue pas bien son rôle. Parce que la CEDEAO, qui est devenue la CEDEAO des peuples depuis 1995, peine à faire en sorte que les peuples de la CEDEAO puissent mieux vivre. La CEDEAO est devenue une CEDEAO des chefs d'État qui décide à la tête des populations. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Au lieu de travailler à enraciner la démocratie dans l'espace ouest-africain, la CEDEAO s'emploie plutôt à mettre en place des dictatures. Mais regardez ce qui se passe. Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina, coup d'État en Guinée, hold-up électoral au Togo, hold-up électoral en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Lorsque la CEDEAO cautionne de mauvaises choses, il y a de quoi s'attendre à ces choses-là. C'est vrai, action conjuguée, surtout les pays qui sont face à ce terrorisme-là, le Mali, le Burkina en particulier, un peu le Bénin et maintenant le Togo, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Cela veut dire qu'il doit avoir un travail. Nos chefs d'État doivent respecter leur constitution. Nos chefs d'État doivent respecter leur peuple. S'ils ne respectent pas leur peuple, nous ne pouvons pas endiguer ce fléau-là. Parce que les populations, elles ne sont pas folles. Quand elles ne trouvent pas ce qu'elles veulent que leurs dirigeants leur fassent, eh bien, ils vont aller embrasser des choses qui vont nous créer des problèmes à nous tous. Nous allons poursuivre notre entretien. L'attaque terrorisme, en même temps l'ouverture des frontières, une décision du gouvernement togolais. Quel lien vous faites de ces deux situations? Au fait, moi je dis que c'est une bêtise de fermer des frontières parce que nous sommes attaqués par une pandémie appelée le coronavirus. Lorsque vous fermez les frontières terrestres, vous avez embrigadé l'air pour que l'air n'apporte pas, puisque c'est une maladie, dit-on, qui est transportée par le vent. C'est pourquoi on nous demande les mesures barrières, porter les masques et consorts. Moi je trouve que c'était une bêtise. Maintenant, pendant 2 ans, cette affaire-là, tantôt les Ghanéens ont fini par ouvrir leurs frontières, le Togo a maintenu les siennes, et puis le Ghana a refermé, ainsi de suite. Finalement, la dernière fois, nous tous, nous avons appris que ces frontières-là sont réouvertes. Dieu merci. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo et le Ghana partagent les mêmes valeurs ethniques, les mêmes valeurs traditionnelles. Vous avez les évêques ici, vous avez les évêques là-bas, vous avez les Guins ici, vous avez les Guins là-bas. Ça dit, nous sommes des peuples frères. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous barricader entre nous. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant que les frontières sont ouvertes, ça va permettre dans un premier temps aux peuples frères de se rendre visite, mais ça va permettre aussi que l'économie puisse reprendre. Parce que il y a le commerce interpays qui va reprendre. Les Ghanéens viennent acheter des produits au Togo, les Togolais vont acheter des produits au Ghana. Allez sur le marché, vous allez voir que les tomates viennent du Ghana. Vous allez voir que des oranges viennent du Ghana. Les papayes solo et consorts viennent du Ghana. Vous allez voir qu'un certain nombre de choses viennent du Ghana. Mais au Togo, les Ghanéennes viennent chercher des produits ici pour le Ghana. Alors, qui dit mieux? Si les frontières sont ouvertes, les marchés
Ah, le grand marché de Lomé. On va en parler tout à l'heure. Les commerçantes et les commerçants du Togo, là, ils vont souffler un peu. Les commerçants et les commerçantes du Ghana, là, aussi vont souffler un tout petit peu. Voilà, vous avez touché du doigt l'incendie survenu sur un immeuble au Grand Marché et dans la nuit du 16 mai 2022, après celui de 2013. Qu'est-ce qu'il y a au juste avec les incendies des marchés? Parce qu'à Kpalimé aussi, on en a connu à Kara, on en a appris à Hankopé, et c'est revenu encore au Grand Marché. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous? Vous avez bien posé la question. Moi aussi, je me pose la question. Pourquoi nos marchés prennent feu à tout bout de champ comme ça? Et que jamais on ait des mesures pour pouvoir arrêter cela. Et je ne sais pas combien de fois le marché de Kpalimé ici a pris feu. Je ne sais pas combien de fois le marché de Kara a pris feu. Je ne sais pas combien de fois Hankopé ici, le grand marché d'Adaplatou. Et puis, rien. On déplore la situation. Et puis, un autre incendie. Mais comment on peut construire des marchés sans avoir des bouches d'incendie? Un pays qui se veut faire la sécurité de son peuple prend des mesures hardies. Un marché, il doit y avoir des bouches d'incendie pour permettre aux sapeurs-pompiers, dès qu'un incident survient, pour éteindre rapidement le feu. Vous allez voir les sapeurs-pompiers du Togo, dès qu'il y a un incendie quelque part, ils s'y pointent, et les camions citernes sont vides. Et on vient, on regarde la flamme consumer le bâtiment ou bien le marché, et puis c'est en ce moment-là qu'on cherche à aller chercher de l'eau quelque part avant de venir éteindre le feu. Mais depuis que les marchés sont en train de prendre feu là, la première des choses pour un gouvernement responsable, c'est de faire des bouches d'incendie autour des marchés, autour des bâtiments publics, pour que on puisse rapidement éteindre si feu il y a. Ça, c'est vrai. Mais on a comme l'impression que les gens sont contents quand nos marchés brûlent. Heureusement que pour Hankopé ici, nous avons eu un maire qui s'est porté sur les lieux immédiatement, qui était avec les populations pour que le sinistre puisse être limité dans le temps. Et je crois que ce maire-là, qui s'appelle Jean-Pierre Fabre, avec son conseil municipal, sont en train de réfléchir pour voir comment aider les bonnes femmes du marché de Hankopé à s'en sortir. Oui, je comprends pas quelque chose. Ici, à Hankopé, c'est dans la commune du Golfe 4. Le maire, Jean-Pierre Fabre, aussitôt l'incendie, est allé, de même qu'à Kpalimé, le maire aussi s'est porté. Mais à Lomé, dans le Golfe 4, la mairie mène une action en faveur des victimes. Par contre, à Kpalimé, la mairie dit, il peut rien faire à nos victimes. Bon, je sais pas comment les mairies fonctionnent ici. Il faut comprendre que les mairies ont un budget très limité. Je suis conseiller municipal moi-même, j'en sais quelque chose. Lorsque nous votons le budget primitif de nos communes, c'est la croix et la bannière. Je ne sais pas quel est le niveau du budget de la commune de Kpalimé, je ne sais pas. Mais je crois que lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, quand bien même on n'a pas l'argent, tu fais quand même quelque chose, ne serait-ce que pour dire aux populations, nous avons la bonne volonté. Oui, parce que les populations appellent les taxes, les tickets du marché par exemple. Oui, vous savez, les tickets des marchés, ça ne vaut rien. C'est vrai. C'est moi qui vous dis, non? Si on doit s'articuler sur seulement les tickets de marché, les mairies ne fonctionneraient pas. Ce sont les impôts que l'OTR collecte qui, disons, grèvent un peu le budget des communes. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos communes. Le pays est laissé en jachère. Les délégations spéciales, pendant plus de 30 ans, n'ont rien fait. Je dis que, mais il va falloir que quand même des audits soient lancés pour voir ce que ces délégations spéciales-là ont fait pendant 30 ans. Parce que ça fait 2 ans et demi que nous autres conseillers, nous sommes là. Mais quand je vois ce que nous sommes en train de faire, par rapport à ce qui se faisait, ça c'est moi, je le dis clairement, je n'ai pas la langue de bois, c'est le jour et la nuit. Parce que en moins de 3 ans, nous avons essayé quand même d'être plus proches des populations. Quand vous parcourez l'eau, mais moi je suis du Golfe 1, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons faites en peu de temps. Et si notre budget est conséquent, nous ferons plus. Notre dada, ce sont nos routes. Or, la construction de ces routes-là, en compétence partagée avec le gouvernement.
Mais dites-vous, quand vous voulez faire quelque chose, c'est extrêmement difficile. Donc, pour les incendies, je suis très clair, il faut faire quelque chose. Il faut essayer d'être plus proche des victimes pour qu'elles aient un peu de baume au cœur pour recommencer leur commerce, étant entendu que ce que la flamme a emporté ne revient jamais. Oui, maintenant, à votre avis, quelles sont les causes de la vie chère au Togo, avec en toile de fond la hausse des prix des produits pétroliers que nous avons connus dans un passé récent? Au fait, tout le monde pense que c'est la guerre en Ukraine qui fait que la vie est chère chez nous. Non. Mais c'est ce qu'on nous dit. Moi, je parle de chez moi. Je ne veux aller culpabiliser quiconque. La vie chère au Togo, c'est la malgouvernance. Ça, je vous le dis très clairement. Mais vous savez qu'au Togo, la corruption est endémique. Les gens détournent les deniers publics comme on fume sa pipe. Alors, en dehors de ça, on nous dit qu'il y a évasion fiscale. C'est-à-dire, l'argent qui doit servir, qui doit rester dans nos banques ici, là, on les détourne, on l'envoie ailleurs. Nous avons des sociétés, des entreprises au Togo qui sont venus s'installer et quand ils finissent de pomper l'argent au Togo, au lieu de les mettre dans les banques ici pour que nous aussi nous puissions en profiter, non, ils passent sur nos têtes et ils envoient l'argent. Et des rapports nous disent que en quelques minutes au Togo, 3 milliards sont partis. Si en quelques minutes, 3 milliards sont partis, alors quand vous multipliez ça par 24, vous allez voir ce que ça veut dire, hein? C'est la malgouvernance. Alors, comment se fait-il que le bol du maïs peut caracoler jusqu'à aller 850 000 francs alors que nous avons des terres? Comment on n'a pas pu mettre en exergue l'agriculture pour qu'au moins nous ayons l'autosuffisance alimentaire? Nous avons des terres, nous en avons suffisamment. Est-ce que le maïs, ça vient de l'Ukraine ou de Mariupol? Non, le maïs, c'est ici. Le grenier du Togo en maïs, c'est dans le Yoto. Est-ce qu'on a aidé les paysans de Yoto à y arriver? On vous dira que l'engrais, ça coûte combien aujourd'hui? Le sac d'engrais 18 000. Alors, vous pensez que le paysan peut s'en sortir? Et Dieu sait si cet engrais-là est bon. Parce qu'il nous est arrivé, on nous a dit que parfois, c'est l'engrais périmé là qu'on vend ici. Et puis, les gens disent aussi que ce n'était pas de l'engrais approprié pour nos terres. Est-ce que tout ça là ne fait pas qu'on n'a pas l'autosuffisance alimentaire dans notre pays? Alors, commençons par manger ce que nous produisons chez nous. Maintenant, on nous dit également que ces derniers temps-là, il n'y a plus de pain sur le marché. Parce qu'il n'y a plus de blé. L'Ukraine ne nous envoie plus son blé. Alors, depuis 62 ans que nous sommes indépendants, comment on n'a pas pensé à transformer nos céréales pour en faire du pain? Comment on n'a pas pu faire ça? Et nous allons crier que c'est la guerre en Ukraine. Non, c'est un alibi. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas su faire les choses pour que nous puissions en bénéficier. Nous n'avons pas su. Il y a eu des exemples. Un citoyen togolais a transformé la farine du manioc et en a fait du pain. Est-ce qu'on l'a aidé? Est-ce qu'on s'est dit, ce que tu fais là, c'est bon, ça peut aider le pays, ça peut aider les paysans qui plantent le manioc. Et je crois que personne n'a aidé ce monsieur-là qui a eu l'ingéniosité de transformer la farine du manioc pour en faire du pain. Alors, comment voulez-vous que nous nous en sortions lorsque nos dirigeants sont ceux qui importent les produits d'ailleurs? Parce que ça leur apporte plus d'argent. Et ils ne veulent pas se séparer de cette manne-là. Eux, ils sont Crésus. Et nous, nous sommes de pauvres hairs. Non. Nous avons des palmiers à huile chez nous ici. Comment se fait-il que l'huile, aujourd'hui, le bidon est à plus de 30 000 francs? Pourquoi nous n'avons pas aidé les paysans à planter du palmier à gogo pour que nous ayons des régimes de palmiers pour pouvoir en extraire l'huile? Nous n'avions pas eu des huileries au Togo. Nous en avons eu à Ganavé. Nous en avons eu à Agou. Où est-ce qu'elles sont parties, ces usines-là? Pourquoi ces usines-là ne fonctionnent pas pour nous donner l'huile made in Togo? Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise gouvernance. Quelqu'un a bouffé les sous ou bien des gens se sont assis. Ils ont catapulté nos usines-là dans le gouffre. Mais nous sommes dans la zone de Palimé, non? L'usine d'Agou, là, il y avait des palmiers. Maintenant, on a abattu tous ces palmiers-là et on en met quoi à la place? Mais pourquoi nous sommes là à nous créer des problèmes à nous-mêmes? La vie chère, c'est nous-mêmes. Il ne suffit pas de faire des discours.
Il faut agir. On a dit qu'il y a des agripoles, je ne sais pas comment vous les appelez. Moi, je ne vois rien. Tout ça là, c'est de l'argent parti en fumée. Et maintenant, nos terres sont en train d'être accaparées par des étrangers. Et nous laissons faire. Et demain, nos paysans n'auront plus de terres à cultiver. Moi, je dis parce que quand nous ne dirons pas, ça ne va jamais changer. Je circule dans le pays, je connais bien le Togo profond et parfois ça fait triste. Merci, monsieur Amouzou Francis Pedro. Je rappelle, il est le conseiller chargé des relations avec les médias dans cette émission aujourd'hui. C'est lui qui nous fait honneur et nous avons parcouru les questions sur l'attaque, nous avons parlé de l'incendie, nous avons aussi touché du doigt la réouverture des frontières et tout à l'heure, il nous donnait ce qu'il pense de la vie chère, surtout par rapport aux causes, mais je reviens pour dire que le 10 mai 2022, les Togolais achètent très cher le carburant. Et pourtant, on a eu écho de cette rencontre avec le ministre du Commerce et les syndicats, mais le gouvernement, par le biais de son secrétaire général, nous dit qu'il n'y aura pas hausse et le lendemain, on s'est réveillé avec des graissements aux dents. Comment vous analysez quand on dit aux populations non, il n'y aura pas si, et ils se réveillent le lendemain, ils rentrent dans ça? Je viens de vous répondre, non? Comment les mêmes personnes du gouvernement disent une chose et son contraire? Et puis bon, on ne punit personne. Mais quand tu as fini de mettre toute une population dans des problèmes comme ça, c'est rapidement que tu rentres ton tablier. Mais au Togo, les gens viennent, ils vous assènent des choses sur la tête et ils sont tranquilles. C'est ce qu'on appelle cafouillage. Parce que s'il n'y a pas cafouillage, ils devaient être tous unanimes. C'est une faute grave. Maintenant sur l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. Le gouvernement a un argument. Le prix du baril ou du Brent a augmenté sur le marché international. Mais comment eux ils fonctionnent et ils ne prévoient jamais? Parce que lorsque vous êtes un État responsable, vous faites des prévisions. Chaque année, vous devez signer des contrats avec vos fournisseurs. Et ce contrat-là vous permet d'avoir une marge. Je crois savoir que pour l'année 2022, tous ceux qui ont signé des contrats en bonne et due forme, en tout cas, devaient payer leur pétrole sur la base de $76 le baril. C'est pas moi qui le dis, allez chercher, vous allez trouver. Je sais qu'aujourd'hui, le baril est un peu au-delà de $100, c'est-à-dire 110, 111 et ainsi de suite dollars. Très récemment, c'est $115. Maintenant, la tendance est à la baisse. Mais si le Togo est un pays responsable et qui a signé un contrat en bonne et due forme, la flambée du prix du baril du pétrole n'agira pas sur notre consommation ici parce que ils auraient payé au prix le plus bas. Cela prouve également la mauvaise gouvernance dont je vous parle. Où ils savent, ils ont signé un bon contrat, mais ils veulent arnaquer la population en augmentant. Comme ça, vous savez que l'augmentation est arrivée en l'espace de 2 semaines. C'était ça. 595 francs le litre de l'essence sans plomb. Et puis nous sommes à 625 francs en l'espace de 2 semaines. Alors, pourquoi ils n'ont pas une caisse de péréquation? Et chaque temps, on nous dit oui, le gouvernement est en train de subventionner les prix des carburants. Oui, le gouvernement a le devoir de subventionner pour permettre à sa population de mieux vivre. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas là pour faire des bénéfices dans la poche. Ils sont là pour faire en sorte que le citoyen lambda vive mieux. Donc, c'est leur devoir de le faire. Même si ça coûte les yeux de la tête, ils sont obligés de subventionner. Et ce n'est pas un argument à nous donner pour augmenter le prix à la pompe. Soyons sérieux un tout petit peu. Si le pétrole augmente, les autres produits, pourquoi ils ne font pas en sorte que... on ne subventionne pas. On ne subventionne pas. Pourquoi ils font ça? Mais eux, ils ne payent pas l'essence. Ils font comment? Mais demandez à un ministre quelle est sa dotation de carburant par mois. Ils ont des bons de carburant à profusion. Eux, ils ne payent pas. Regardez, un ministre, quand on l'amène quelque part, le chauffeur n'arrête jamais le moteur.
Le ministre peut rester quelque part là-bas, le moteur fonctionne parce que le ministre doit rester au frais. Et nous autres, nous devons payer pour ça. Moi, je vois beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Thomas Sankara quand il est venu là. L'argent du pays là, c'est pour le peuple. C'est pas pour les dirigeants. Ministre là, tu peux aller à bicyclette. C'est vrai que un ministre, il faut lui donner les moyens de faire son travail. Les avantages. Mais quand l'avantage est trop exorbitant, ça veut dire que c'est de l'arnaque. Oui, si le ministre a plusieurs bons de carburant qu'il distribue par-ci, par-là, je ne veux pas parler trivialement aujourd'hui, et que lui, il ne sait pas si le baril ou le Brent a monté, lui s'en fout. Parce que quand bien même c'est monté là, lui il aura sa dotation de carburant comme naguère, il ne va jamais diminuer. Et c'est le Ghana qui nous montre l'exemple. Quand les choses ont commencé par être trop chères au Ghana, le président a demandé, écoutez, nous diminuons nous aussi nos avantages, même nos indemnités là, on diminue ça un peu. Ici non. Et ça, on veut que la population paye. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, monsieur le conseiller chargé des relations avec les médias, Francis Pedro Amouzou de l'ANC. À vous entendre, vous avez commencé déjà par donner des propositions de sortie de cette vie chère au Togo. Je me dis, malgré que le gouvernement a pris des mesures le 27 avril dernier. Vous avez dit tout à l'heure au Ghana, c'est au ministre qu'on a demandé de suspendre ou bien de réduire leurs avantages. Au Bénin, c'est le président Talon qui a subventionné à plus de coups de milliards. Au Sénégal de même. En Côte d'Ivoire de même. Bon, au Togo, on a pris certaines mesures pour contrecarrer cette vie chère. Est-ce que vous pensez que ça peut aller même quand nous prenons pas plus longtemps le Kenya, la Tanzanie, le Bénin encore? Ils ont revu à la hausse le SMIC. Bon, je me dis, si on se tourne vers le côté SMIC des Togolais, est-ce que ça ne peut pas arranger le coût de la vie chère? Je ne voudrais pas être méchant. Ces mesures, je dirais des mesurettes, que le gouvernement dit avoir pris, puisque c'est sur 3 mois, ne vont pas arranger la population. Et pour cause. Prenons le cas des bonnes dames qui payent des tickets. Oui. Les tickets, c'est 150 francs. Lorsque vous ne payez pas 150 francs aujourd'hui au marché, quelle incidence ça a sur la marmite à la maison? Quand vous devez payer le bol de maïs à 850 francs, et que le gombo, vous devez compter ça au bout des doigts, et que le petit poisson fumé là, de Ebi là, vous ne pouvez pas l'acheter du tout. Alors, qu'est-ce que 150 francs font? Non, à mon sens, c'est nous manquer de respect pour nous dire des choses comme ça. Vous venez de le dire très clairement. Avant même que les prix ne flambent, la Côte d'Ivoire avait compris que, attention, quelque chose arrive. Il faut parer. Elle a injecté des milliards. Elle a injecté des milliards pour pouvoir faire face à la chose. Ici, on dit on va plafonner le prix du bol du maïs. Mais personne ne va contrôler ça au marché. On n'a pas demandé à la bonne femme, mais écoute, combien toi tu as acheté pour que nous plafonne? Nous avons ce qu'on appelle en salte. Qu'est-ce que ça fait? Je dis qu'en salte fait du commerce avec l'extérieur, c'est tout. Alors que nous devons avoir cette production-là dans nos greniers pour en cas de soudure. Mais soyons sérieux. Maintenant, vous parlez du SMIC. C'est trop gros ça. Le SMIC, c'est pour une catégorie. Le SMIC là est à 35 000 francs chez nous. Oui. Depuis Mathusalem, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 35 000, mon ami? Aujourd'hui là, oui, ce matin. À l'heure actuelle. Ce matin, tu as 35 000 dans la poche. Qu'est-ce que tu peux faire avant la fin de la journée? Rien. 35 000 là. Déjà quand tu commences par enlever tes frais dedans, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui reste. Par jour, 35 000 même ne suffit pas. Maintenant, 35 000 à le SMIC là, c'est par mois. Non, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Mais le Bénin ici, non seulement a augmenté le SMIC, mais a augmenté le salaire. Le Bénin a mis 80 milliards. Le Togo a mis combien? Macky Sall a commencé par mettre je ne sais pas combien de milliards. Mais Macky Sall, après avoir augmenté les salaires, augmenté le SMIC et faire permettre aux travailleurs, aux fonctionnaires de mieux vivre, Macky Sall s'est attaqué aux plus faibles, c'est-à-dire 540 000 ménages doivent recevoir 80 000 chaque mois. Je dis bien 540 000 ménages. Alors que nous sommes dans un pays musulman, un ménage, c'est à peu près, disons faiblement, au moins 4 personnes.
sinon plus. Donc, quand vous multipliez 4 fois 540 000, vous voyez combien de ménages pauvres que le gouvernement assiste. Vous voyez ça? Ici, vous avez quoi? Rien. On a comme l'impression que nos dirigeants n'aiment pas leur propre population. C'est la nette impression que j'ai. C'est ça le problème. Allez dans les marchés, vous allez savoir. Mais j'ai pris la route pour venir à Palimé, non? J'ai vu sur la route ce qui se passe. Le chauffeur qui vous amène à Palimé, le véhicule est fait pour 5 places, y compris le chauffeur. Mais dites-vous, il y a combien dedans? Il y a combien dedans? Parce que le chauffeur ne peut pas s'en sortir s'il met 4 personnes dedans, en plus de lui, ça fait 5. Il ne peut pas s'en sortir. Et au même moment, non seulement vous avez les bouchons, mais vous avez nos forces de sécurité qui sont là, prix. Quand on fait prix là, on ne parle pas, hein. Le chauffeur sort rapidement et est à la main, ou d'ailleurs même le chauffeur ne sort plus. C'est lui-même s'approche, il tient la main, au vu et au su de tout le monde. Autant les forces de sécurité sont mal entretenues, et la population n'en parle même pas. Donc, il y a du rançonnage quelque part. Donc, aujourd'hui, il urge que les salaires soient augmentés. Pas seulement les salaires. Il faut d'abord augmenter la grille indiciaire. C'est ça qui permet, lorsqu'on fait les calculs, le fonctionnaire peut s'en sortir. Malheureusement, nous avons des syndicats qui accompagnent le gouvernement dans cette dérive-là. Parce que ces syndicats-là veulent manger tout de suite. Regardez les enseignants. Il y a plusieurs syndicats d'enseignants. Il y a une partie qui est contre, une partie qui dit non, il faut nous payer nos indemnités. Il y a une partie qui est contre. Et personne ne dit rien. On se lève un matin parce que les gens ont réclamé leur indemnité. Bah, on les renvoie. Et on crée encore d'autres pauvres. Et tout le monde sait qu'un enseignant, ce qu'il a comme charge, tout le monde le sait. Et ce sont des Togolais qui se disent gouvernants, qui font des choses comme ça. Parce que eux, ils ont tout chez eux, mais les autres, zéro. Non. La vie chère, là, nous pouvons régler ça dans un premier temps en revalorisant nos produits agricoles, c'est-à-dire en permettant aux paysans de cultiver plus, en mettant des structures en place pour les aider. Et voilà, nos ingénieurs agronomes sont dans les bureaux. C'est au Togo que moi je vois ça. Ils sont ingénieurs agronomes, mais c'est dans les climatiseurs qu'ils sont. Dans les autres pays, on met ces ingénieurs-là à contribution dans les campagnes pour aider les paysans. On met à leur disposition les moyens nécessaires pour accompagner. Non, ils sont dans les bureaux. Alors, comment voulez-vous résorber la vie chère? Vous ne pouvez pas, ça je vous le dis clairement et nettement. Il y a lieu que ce gouvernement-là commence par avoir pitié des Togolais que nous sommes. Parce qu'eux, ils ont grosses voitures. Eux, ils peuvent se payer des voitures de 60 millions, mais pour arranger une mairie de 60 millions, c'est incapable. Je voudrais dire certaines choses pour qu'on comprenne que trop, c'est trop. Voilà, justement, vous avez aussi touché du doigt quelque part de la réflexion de la mairie Golf 4. Nous allons en venir, mais avant de revenir sur le sujet, j'aimerais vous titiller un peu les mesures que l'État a prises sur 3 mois. Vous le prenez comme des mesurettes, mais quand même parmi ces mesurettes, comme vous le prenez ainsi, les mairies en bénéficient. Les tasses, on a gracié les femmes, mais l'État va verser ce manque à gagner. Qu'est-ce que ça va faire dans une mairie? Je vous ai dit tout à l'heure que les tasses propres que nous collectons dans nos, en tout cas, dans les marchés là, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ah bon? Mais oui. Donc pour moi, l'État a pris la petite partie de la contribution. Le ticket là, c'est 150. On dit 3 mois, non? Prenons par mois. Là, c'est 150. Ça fait combien? Qui peut faire quoi dans une mairie? Je vous donne un exemple. Pour curer les caniveaux. Le balayage seul dans le golfe, là, c'est au-delà de 300 millions. Je ne sais pas ce que c'est chez vous à la mairie de Palimé, mais je vous dis au golfe 1. Balayer la rue par an, là, c'est au-delà de 300 millions. Vous pensez que c'est les clopinettes là que nous collectons dans les marchés qui peut suffire à faire ça? Mais non, je vous ai dit que c'est une insulte pour nous. Il faut prendre à bras le corps le problème de la vie chère. Quand on gouverne pour le mieux-être de la population. On ne gouverne pas parce que c'est moi. Et moi, je colle toujours à la constitution du Togo. Prenez son préambule. Le préambule, c'est quoi? Nous, peuple togolais, nous plaçons sous l'autorité de Dieu Tout-Puissant. Décidons.
C'est quand nous avons fini de décider là, c'est au bas de l'échelle là qu'il y a les gouvernants. S'ils ne comprennent pas ça, donc ils ne peuvent pas bien gouverner. Est-ce qu'on a dit, nous gouvernants, nous plaçons... Non. S'ils pensent qu'ils sont nos chefs, ils ne peuvent pas gouverner. Ils sont nos serviteurs. Le président de la République est mon serviteur. Je suis le peuple. Je lui donne des ordres. Malheureusement, c'est le contraire. C'est lui qui donne les ordres. La loi ne lui permet pas de donner des ordres. La loi lui dit, viens concerter le peuple. Parce que le président de la République n'est pas élu par lui-même. Quand tu es élu par le peuple, tu fais la volonté du peuple. Et pour faire la volonté du peuple, tu fais de très bonnes lois que tu amènes à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui représente le peuple vote la loi pour toi. Mais comme tu es élu par toi-même, c'est-à-dire on organise les élections. Quelle élection? Je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore aujourd'hui. Donc, j'ai été vice-président de la CENI, je sais ce que c'est faire organiser les élections. On va revenir sur le sujet, mais j'aimerais savoir sur cette affaire de rénovation du bureau du maire ou bien rénovation de la mairie. Qu'est-ce qui est exactement fait et le ministre, le préfet tire la sonnette d'alarme sur la mairie Golfe 4? Au fait, je ne suis pas du Golfe 4. J'ai lu comme tout le monde ce qui en est. Le Golfe 4 a fait un budget primitif 2021-2022. Et dans ce budget-là, ils ont inscrit une ligne pour refaire l'hôtel de ville de la mairie. C'est-à-dire tout le bâtiment. C'est la mairie ou bien le bureau du maire? La mairie. Parce que, n'ayant pas assez de bureaux, il fallait réaménager les choses pour permettre aux agents d'avoir des bureaux pour pouvoir fonctionner. Alors, on a épilogué sur cette affaire, le ministre en premier, le préfet en second, et puis maintenant, les saltimbanques aussi ont repris la chose. Vous appelez qui les saltimbanques? Les saltimbanques là, c'est ceux qui se disent journalistes mais qui ne vérifient jamais les informations avant de les publier. Vous êtes aussi après tout journaliste. Je sais que vous parlez de l'éthique et de la déontologie, mais on appelle leur nom journaliste. J'ai été président de l'Observatoire togolais des médias pendant 5 ans. Oui. Et quand je parle avec beaucoup de suffisance et beaucoup de preuves. Je dis, quand on est journaliste, vous avez une information. Votre mère peut même venir vous donner une information. Ça ne suffit pas pour publier. Vous avez l'obligation d'aller à la source, de vérifier l'information. Et même si vous allez à la source, vous devez faire tout pour avoir toutes les informations avant de rendre public quoi que ce soit. Parce que vous devez être objectif. Alors, si vous attendez un son de cloche, bla, vous prenez ça et vous publiez, non, vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes que un propagandiste. Et parfois, je pleure parce que nous avons travaillé suffisamment pour permettre à la presse togolaise de faire son travail. Mais malheureusement... D'accord. Maintenant, on va s'intéresser au budget primitif. Qu'est-ce que ça dit? Oui, le budget dit réaménagement de l'immeuble du siège de la mairie pour un budget de 60 millions de francs. Vous voyez? C'est tout. C'est pas le bureau du maire. C'est moi-même. J'ai eu la chance d'être reçu en audience par le maire du Golfe 4. Quand j'ai vu son bureau, j'ai dit vraiment, quelqu'un a traité le bureau là de bureau d'étudiant. Oui, c'est un vrai bureau d'étudiant. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, ce qui compte pour ce monsieur-là, c'est le bien-être des populations, c'est pas son bien-être à lui. Peut-être qu'un jour, vous viendrez à Lomé, s'il vous prend d'aller dire bonjour au maire du Golfe 4, vous verrez son bureau. Ça me plaît bien. De vérifier, puisque le journaliste doit toujours vérifier, voilà. Même si vous me le dites. Vous verrez son bureau. Et comparé à d'autres bureaux, vous allez voir ce que c'est. Une petite description. De quoi? Du bureau que j'ai visité. C'est pas mon rôle ça, mais je dis les choses pour que les gens comprennent que quand les gens affabulent gratuitement, c'est pas bon. Et quand on est contre quelqu'un, on peut ne pas aimer le lièvre, mais on doit reconnaître qu'il court très bien. Ou bien, oui, je vais m'arrêter là-bas pour ne pas rentrer dans le caniveau. Parce que je n'aime pas batifoler dans le caniveau. D'accord.
Oui, malgré ces revendications, ces plaintes du commissaire divisionnaire de police, le préfet Kossi Dignefa Atabou et le ministre Paya Doua Boupessi, toujours la charge revient contre le maire du Golfe 4, monsieur Fabre Jean-Pierre, pour avoir pris une décision de renommer les rues dans le Golfe 4. Et là, le ministre Paya Doua Boupessi n'est pas d'accord. Est-ce à tort ou à raison? Quelle mouche a piqué le ministre? Le ministre de l'administration territoriale, patron du ministre de l'administration territoriale. Oui. Quelle mouche l'a piqué? Parce qu'il y a la loi sur la décentralisation au Togo. Et je crois que tout le monde est soumis à l'autorité de la loi, non? Nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Et que dit la loi sur la décentralisation? La loi permet aux maires, il y a des compétences propres, des compétences partagées. Troisième là, c'est des compétences qu'on vous donne. C'est-à-dire, c'est le rôle régalien de l'État, mais l'État vous le concède. Il y a 3 compétences. Je vais prendre la première, compétence propre des communes. Adressage des rues. Compétence propre. C'est-à-dire, le maire et son conseil municipal peuvent décider que cette rue-là, nous allons la baptiser Ta. Une fois que le conseil municipal a adopté cela, le maire prend un arrêté. Oui, même si la rue est déjà adressée, si la rue a déjà un nom. Mais oui, non. Mais dans le cas du Togo, je vais vous en parler. Puisque c'est ce qu'on constate. Alors, une des rues rebaptisée, c'est rue 13 janvier. Est-ce que 13 janvier est encore sur le calendrier togolais? Alors, pourquoi nous devons maintenir quelque chose qui n'existe plus? Dites-moi, les gens ont bien fait de dire, celui qui s'est battu pour l'indépendance du Togo, là, au lieu de dire 13 janvier, là, Donossi-Vanus Olympio, est-ce qu'ils ont mal fait? Une rue qui s'appelle rue du RPT. Est-ce qu'il y a encore RPT au Togo? Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a plus RPT. Mais moi, je dis en partie, c'est comme un serpent qui a mu. Un serpent qui a mu reste toujours un serpent. Mais, légalement, RPT n'existe plus. Donc, la rue ou bien le boulevard du RPT ne doit plus exister. Quand les gens changent ça, ils n'ont pas mal fait. Alors, pourquoi le ministre n'invoque pas la loi pour interdire l'adressage des rues et c'est par une note comme ça? Voilà encore la mauvaise gouvernance. Et le préfet, lui, comme c'est son ministre qui a parlé, il fait seulement suivre. Que le ministre méprenne la loi, que le préfet qui est l'autorité, en tout cas les communes doivent rendre compte au préfet. Lui aussi, il méprend la loi. Et ils étalent leur ignorance sur la place publique. Mais j'ai honte pour mon pays. Donc l'adressage des rues fait au Golfe 4 là, c'est une bonne chose. Tous les maires doivent faire ça. Toutes les communes doivent faire ça. Je vous donne un exemple. Moi, je suis du Golfe 1. Est-ce que vous avez jamais vu une rue qui porte le nom du fondateur de Bain? Alors, pourquoi nous ne valorisons pas ceux qui nous ont donné notre essence? Il paraît que c'est un certain Ditry qui a fondé la ville de Lomé. Circulez dans toute la ville de Lomé, voyez si vous allez trouver une rue dénommée Ditry. Ou vous allez voir quelque chose dénommé Ditry. Ce n'est pas normal. Et pourtant, dans ma commune là, nous avons le boulevard C.C. Seko Mobutu. C'est quand même antinomique, non? C.C. Seko Mobutu du Congo là, nous on prend ça. Normalement, le Golfe 1 là, nous devons enlever ça, rebaptiser cette rue là, peut-être lui donner la rue Ditry. Nous avons Oufoué-Boigny, c'est en Côte d'Ivoire. Oufoué-Boigny a son nom un peu partout. Aéroport Oufoué-Boigny, à Yamoussoukro, Oufoué-Boigny. Ce n'est pas suffisant. C'est à Lomé encore, Oufoué-Boigny va avoir son nom avant que ça ne soit Oufoué-Boigny. Avenue François Mitterrand, avenue Général de Gaulle. Mais ces gens-là, ils ont fait quoi pour nous? Ils n'ont rien fait pour nous. Au moins valorisons ceux qui nous ont fait quelque chose. J'ai cru savoir que la rue Pasteur Baïta, tout le monde sait ce que Pasteur Baïta a fait dans ce pays. Une rue est nommée Louki, je ne sais quoi. Le chef Louki, là, ce qu'il a fait dans ce pays-là, tout le monde sait ça. Une rue, Namoro Karamuko, tout le monde connaît Namoro Karamuko. Donnons-nous un peu de l'étoffe. Nous aussi, nous avons des valeurs. Allez au Mali, vous allez voir les rues. Allez au Burkina ici, vous allez voir des rues. Nous, on embrasse ce qui vient d'ailleurs. On livre le pays même à ce qui vient d'ailleurs. Non, je suis clair dans ma tête. Il faut accepter que les étrangers viennent. C'est ça qui amène le développement.
Mais l'étranger qui vient supplanter l'autochtone là, moi je ne serai jamais d'accord. Ça je vous le dis, on donnera une place à l'étranger pour que lui aussi, en tant qu'humain, puisse vivre. Mais nous livrons notre pays, banjo, gratuitement. Ce n'est pas bon. Donc, l'adressage des rues là, c'est une bonne chose. Si j'ai un conseil à donner au maire du Golfe 4 là, c'est de continuer. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il va au tribunal. Parce que c'est ce que la loi dit. S'il ne peut pas aller au tribunal, il se tait. Bouche cousue. Point. Nous avons suffisamment compris votre inquiétude, votre analyse. Mais moi aussi, je me pose la question, pourquoi Golfe 4 doit s'attaquer boulevard RPT, boulevard 13 janvier? Parce que aussi, c'est le père de la nation qui existait. Il faut aussi marquer son temps. Vous ouvrez là une porte qui sera difficilement fermée. Votre impression seulement. Je vais vous le dire. C'est lui au Togo. Celui qui a eu l'indépendance là, c'est lui le père de la nation. Partout ailleurs, c'est comme ça. Je dis bien. Je suis allé dans beaucoup de pays africains, européens et américains. C'est comme ça. Quand vous arrivez aux États-Unis, c'est George Washington. Point bas. Quand vous allez au Kenya, c'est Jomo Kenyatta. Point bas. Quand vous allez au Ghana ici, soyez sérieux. C'est Kwame Nkrumah. C'est pourquoi son mausolée est là. Kwame Nkrumah, sec. Donc c'est pour dire au Togo, on fait le contraire. Vous faites de l'amalgame. Mais maintenant, celui que vous appelez père de la nation, lui, il a déjà des noms un peu partout. Non? On doit donner ce nom-là à tout le Togo. Aéroport, il y a Singbe, il y a Dima, il y a non. Camp général, il y a Dima, il y a non. Il y a partout. Bientôt, nous aurons quoi encore? Hein? Non. Je suis sérieux, hein. Quoique je reproche beaucoup de choses à Feu et à Dima, je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait quelque chose pour le pays. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais raison gardée. Cela ne permet pas qu'il soit affublé partout. Non. Il y a d'autres valeurs au Togo. C'est ça qui nourrit le développement. Et c'est ce que le Golfe 4 a fait, à ce que je sache. Je crois que ça doit continuer pour que d'autres valeurs du Togo, qui ont servi notre pays avec loyauté, que la jeune génération puisse les connaître également. Ousmane Sonko au Sénégal, quand il est venu, premier conseil municipal, adressage des rues, personne n'a rien. Au Togo, nous avons applaudi que non, c'est bien. Mais quand nous avons voulu le faire 2 ans et demi plus tard, on dit il y a problème. Cessons de faire des choses comme ça, parce que ça fait la honte du Togo. Parce que ça prouve que ils ne respectent pas la loi. Oui. Est-ce que la démonstration qu'ils ne respectent pas la loi? Est-ce que aujourd'hui l'affaire là est pendante devant la justice? La loi dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est devant les tribunaux. Et il est allé sortir un article qui ne sied pas, 385 si j'ai bonne mémoire. Cet article-là, c'est pour les compétences partagées. Compétences partagées là, c'est que, par exemple, je prends la santé, l'éducation, la construction des routes, tout ça, c'est compétences partagées. Donc, si la commune veut faire quelque chose, c'est-à-dire veut restaurer par exemple un établissement, la commune devra informer le ministère en charge et ensemble, ils vont le faire. Il ne faut pas que le ministre vienne nous fariner la tête. Nous savons lire la loi, nous aussi. Oui, alors l'autre sujet aussi qui nous intéresse dans cette entrevue, c'est bien les élections régionales qui se pointent à l'horizon. Occasion de vous demander à présent comment l'ANC se prépare pour ces élections régionales. Voilà. Un parti qui est bien constitué se prépare toujours pour aller aux élections. Parce que c'est le rôle du parti politique de se préparer pour aller aux élections. Il n'a pas d'autre rôle que ça. Maintenant, sur les régionales, nous avons fait les élections municipales. La suite logique, ce sont les régionales. Mais comme nous allons de turpitude en turpitude, nous n'avons pas organisé très vite les régionales. C'est maintenant qu'on pense les organiser. D'ailleurs, le chef de l'État, dans son adresse la dernière fois, a dit c'est l'année prochaine. Alors, pourquoi on s'acharne sur ce truc-là qui va venir l'année prochaine? Maintenant. Oui, pourquoi s'acharner? Un instant, pourquoi s'acharner? C'est parce que vous n'étiez pas aux législatives. Puisque vous dites qu'un parti, c'est les élections, mais pourquoi pas les législatives, vous n'aviez pas pu prendre part. Oui. Pourquoi nous ne sommes pas allés aux législatives de 2018? Oui.
Pourquoi? Nous étions en pourparlers politiques. Et le clou de ces pourparlers-là, c'est la revue totale du cadre électoral. Cela veut dire que, y compris les lois, y compris l'organisation, y compris tous les moyens à mettre pour aller aux élections. Nous étions dans cette discussion quand la CEDEAO, et c'est ça les inquiries de la CEDEAO arrive ici pour dire non, on va vous aider à arriver. Et la CEDEAO dit bon, à la CENI vous aurez 8-8 et nous allons amener le président. Nous tous nous étions d'accord. Le pouvoir, nous et la CEDEAO. Et puis 2 jours après, le pouvoir dit non, ce n'est plus ça. Nous avons dit non. Nous deux là, nous nous battons. Il y a quelqu'un, un séparateur entre nous là. Séparateur. Est-ce que c'est ce que nous avons dit? Reprenez votre truc pour que ce que nous avons décidé ensemble là, le séparateur là, il est allé s'adjoindre au pouvoir contre la population. Et vous voulez que dans ces conditions-là, et puis la chose est faite de façon à ce que on a laissé le pouvoir organiser seul les élections et surtout au niveau du recensement électoral. Parce que c'est à partir de là que le vol électoral commence. On met sur cette liste-là les mineurs de 10 ans, de 11 ans. J'en ai trouvé 9 ans. Parce que je vous ai dit que j'ai été vice-président de la CENI. J'en ai vu. Alors, il y a des décédés. On enregistre aussi des étrangers sur la liste électorale. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Le pouvoir avait déjà fini de faire ça. Et puis on nous dit, nous, allez vous les accompagner. Parce que le jour où nous devons aller prêter serment, c'est le même jour où le recensement commence. Comment vous pouvez agir sur quelque chose que vous devez préparer ensemble? Les gens l'ont fait en catimini. Et puis ils vous imposent ça. Et on vous dit, vous, suivez. Comment vous pouvez? L'opposition n'a pas dit, elle n'ira pas aux élections en 2018. Elle a demandé à la CEDEAO de rétablir ce qui a été condolé quelque part là, pour que tout le monde puisse aller aux élections. CEDEAO a dit, Néni, c'est bien la CEDEAO, le pouvoir, qui ont empêché l'opposition d'aller aux élections. Il faut que nos citoyens comprennent bien la chose. Je donnerai ma tête à couper pour ça, hein, parce que c'est mon pays. Je dis très clairement ce qui s'est passé, parce que j'étais là en 2018. Donc, pour les régionales qui viennent, mais attendons de voir. Il faut qu'on annonce les régionales pour qu'un parti se dise oui, je vais y aller ou je ne vais pas y aller. Et en ce moment-là, le parti va donner ses raisons. Alors, pourquoi mettre la charrue devant les bœufs? Non, pourquoi vous dites qu'on met la charrue devant le bœuf? C'est parce que on a déjà mis en place le nouveau bureau de la CENI. C'est là où je voudrais même commencer par demander, est-ce qu'aujourd'hui l'ANC a une représentation? Et c'est là où on se pose d'abord, comment vous vous préparez pour ces élections régionales? Très bien. C'est pas parce que il y a une CENI qui est mise en place que des chefs, on peut aller. C'est pas la première fois on a mis une CENI en place et il n'y a jamais eu d'élection. C'est pas la première fois, hein. Au Togo ici. J'en sais quelque chose. Le fait de mettre en place une CENI ne veut pas dire on va organiser les élections. Maintenant, la CENI qui est mise en place devra s'atteler à faire un chronogramme. Et c'est la CENI qui fait le chronogramme pour dire nous pensons qu'on doit aller aux élections tant. Envoie ça au gouvernement qui l'adopte en Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui détermine la date et la convocation du corps électoral. Ce n'est pas la CENI. La CENI fait des propositions. Alors pourquoi on veut mettre la charrue devant les bœufs? Alors vous me demandez si l'ANC a la CENI. Oui, il y a un représentant de l'ANC à la CENI. Mais je vous dis, nous savons pourquoi nous l'avons envoyé là-bas. Nous savons très bien. Rien. Rien quoi? Cette CENI-là ne fera rien. C'est moi qui vous le dis. Puisque ceux qui sont dans cette composition-là, je les connais aussi. Lorsqu'on me dit que le président de la CENI, c'est un membre de la société civile, je dis faux. J'en prends toute la responsabilité. L'actuel président de la CENI, il a été député à l'Assemblée nationale au titre du NIN. Mais subitement, il est devenu société civile. Président du ONG. Allez creuser. Si vous creusez, vous allez trouver. Nous avons dans cette CENI des gens qui sont dans un autre parti, mais qui ont été cooptés par un autre parti. Vous voyez ce méli-mélo là? Et vous pensez que nous? Non. Notre membre qui est là-bas là, c'est pour aller voir. L'ANC est un parti qui ne parle pas au hasard, qui ne dit pas les choses comme ça parce que ça tombe sur la tête. Non. Tout est documenté, vérifié. Donc c'est pour aller voir ce qui se passe là-bas, pour informer en bonne et due forme
le peuple togolais. Il y en a qui sont là. Depuis que ils sont partis politiques là, fonction, membres de la série, ils sont toujours là-bas. Mais je sais ce qu'ils font là-bas. Hein? Lorsque vous voulez les challenger, bon, ils mettent des bagues, je ne sais pas, au doigt, et commencent par vous invectiver en annonçant des paroles cabalistiques. C'est tout ce qu'ils savent faire. Je sais ce que je dis, non? Vous pensez que je ne sais pas? Vous avez été victime? Mais oui, non. Vous voulez que je vous dise que M. Lardia Kolani, quand on était là en 2015, mettait des bagues, je ne sais pas, mystérieuses au doigt et annonçait sur nos têtes des incantations, je ne sais comment. Vous voulez que je vous le dise? On ne se cache pas pour le dire. C'est ce que nous avons vécu en 2015, non? Ils sont toujours là. Mais ce qu'ils font là, je le sais aussi, ils ne servent pas le pays. Ils se servent. Je vous assure. Je dis ça avec beaucoup d'amertume. Il y a moins que 390 cantons au Togo. Je peux me targuer que sur les presque 390 ou 95 là, je connais au moins plus de 300 cantons du Togo. Donc je connais le Togo dans sa profondeur. Oui, sur cet aspect-là, pourquoi vous ne faites rien? Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas là-bas, c'est une représentation qui est là. Lui aussi va subir le même sort. Hein? Comme vous en avez subi. Pourquoi on ne fait rien? Qu'est-ce que nous disons tout le temps? Lorsque vous voulez compétir, regardez, on joue au football. Les deux équipes qui sont sur le terrain, c'est combien? C'est 11-11, non? 11 de chaque côté. Hein? Et au milieu, il y a quelqu'un. Oui, l'arbitre. L'arbitre pour dire, ah non, toi, tu ne peux pas tacler le gars par derrière, faute. Oui. Hein? Si c'est à la légère, tu dirais. Oui. C'est ce que fait l'arbitre, non? Mais ici, les gens disent, nous sommes les plus forts. Nous allons courir ensemble sur 12 kilomètres. Mais celui qui se dit le plus fort, lui, il avance de 6 kilomètres. Vous êtes au point de départ pour 12 kilomètres. Lui, il est à 6 kilomètres devant vous. Et on siffle et il court, il dit qu'il vous a dévancé. C'est ce qui se passe pour les élections au Togo. Si tu es le plus fort, c'est toi que le peuple choisit tout le temps. Et tu embrigades toutes les institutions qui organisent les élections. Cela veut dire que tu fais la démonstration que tu ne peux pas gagner dans une élection. C'est ça que nous avons au Togo. Quand on veut faire une course en bonne et due forme, tous les compétiteurs sont sur le même starting block pour partir. Oui, raison de plus fort que vous devez commencer déjà par préparer le terrain, même si les élections c'est pour l'année prochaine. Écoutez, un parti politique n'attend pas les élections pour faire son travail. Un parti politique est permanemment en face du peuple, explique, dit ce qui ne va pas dans le pays. Si besoin, fait des propositions, si le gouvernement veut prendre ses propositions. Voyez-vous, je suis à Palimé avec vous ici, mais tout le week-end, je serai dans la Maritime. Et je reviendrai dans les plateaux avec vous pour aller visiter encore nos structures. Donc vous avez une tournée. Mais l'ANC est permanemment en tournée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à Kpekpa Kandi, là, moi je suis passé par là il y a moins d'un an, pour aller demander à nos fédérations qui sont dans la zone, remettez-vous au travail. Voici les instruments que vous devez utiliser pour aller vers les populations, pour leur parler, pour qu'ils maîtrisent ce qui se passe dans le pays. La tournée, c'est dans tout le pays. Ils sont passés un peu partout. Mais après ça, nous avons commencé les réunions de quartier. On fait de petits meetings de quartier en quartier. Nous venons de programmer des réunions de nos structures avec nos structures dans la Maritime. Après, les réunions avec nos structures dans les plateaux, c'est déjà prêt. Quand nous aurons fini la Maritime, nous irons là-bas. Quand nous aurons fini les plateaux, nous irons dans la centrale. Quand nous aurons quitté les centrales, nous irons dans la Cara et nous irons dans la savane. C'est comme ça que nous travaillons. Un parti politique est permanemment en face des populations en donnant les informations justes. Je dirais 99,99% de partis politiques n'arrivent pas à faire ce que l'ANC fait. Et c'est ça qui fait la force de l'ANC. Je dis même que le parti au pouvoir ne fait pas ce que l'ANC fait. Parce que le parti au pouvoir a les caisses de l'État. C'est plutôt les cotisations. Pendant la campagne, nous avons vu beaucoup de véhicules d'État utilisés par le pouvoir pour faire la campagne. Ce que la loi a refusé. Oui, c'est plutôt les cotisations. Les cotisations à quel niveau? Entre les membres du parti pour faire la campagne. Oui, je vous assure. Les tournées que l'ANC organise là, je vous dis, on fait le plan d'abord. On dit, mais ça va coûter combien? La délégation qui va aller là, va prendre un véhicule. C'est combien de litres d'essence il va avoir?
Quand on finit de faire ça, hein, on demande maintenant au parti, Djokwe. Parce qu'un parti se nourrit des cotisations de ses membres. Contrairement à ce qui se dit sur l'ANC, l'ANC prend l'argent chez le pouvoir. Mais venir annoncer sur la tête des gens, l'ANC ça coquine avec le pouvoir. Tout ça là, on dit ça chez nous. Donc pour nous, c'est de la haine inutile. L'ANC ne prend jamais de l'argent chez le pouvoir. Et le pouvoir lui-même il sait. Sinon, il y a longtemps que le pouvoir va brandir les preuves. Le pouvoir n'a qu'à brandir les preuves que l'ANC a pris de l'argent quelque part. Et comme ça, tout le peuple va savoir. Djokwe, oui. C'est ça nous on fait à l'ANC. Merci. Monsieur le conseiller de l'ANC chargé des relations avec les médias, Francis Pedro Amouzou. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien, mais nous allons vous mettre à un exercice, un petit résumé sur les points clés de nos interventions ou bien ce que vous voulez réellement dire à l'auditoire de Palimé cet après-midi. Difficile de résumer, mais je vais vous dire que notre pays se porte très mal. Quand on dit que le pays est attaqué par des terroristes, c'est qu'il y a problème. Quand on dit que dans ce pays-là, la vie est chère, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, il y a problème. Quand on dit que dans un pays-là, qu'une commune veut faire l'adressage des rues, en rebaptisant des rues et que des ministres, des préfets se mettent sur leurs égaux, il y a problème. Quand le citoyen lambda ne peut pas payer le pétrole lampant parce que les gouvernants disent que le prix du baril ou du Brent a caracolé sur les marchés internationaux, il y a problème. Quand 2 ans après, on ouvre une frontière qu'on ne devait même pas fermer parce que coronavirus là, c'est l'air qui le transporte, il ne prend pas voiture, il y a problème. Donc, tout cela résumé, les gouvernants et nous tous, nous sommes dans la mélasse. La seule chose que nous tous nous souhaitons, c'est que ce gouvernement-là gère mieux les affaires du pays pour que nous tous nous puissions nous sentir mieux. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire la bonne gouvernance, le respect de l'état de droit, le respect des lois, le respect du peuple, la dignité du peuple. Je ne sais pas si j'ai su résumer tout cela en si peu de mots. Je suis une très grande gueule. Nous pouvons faire 24 heures ici. J'ai beaucoup de choses qui foisonnent dans ma tête. Mais merci de m'avoir donné la parole. Et vos auditeurs qui nous ont écoutés ont pu tirer quelque chose de ce débat à bâton rompu entre vous et moi. Dieu bénisse le Togo. Voilà. Bon, Matéjo, que va parler de Mado, avec Béate Théoré, Ado, Benami, Nyami, les bioso, Miabe, militants aussi, les Cloto, Ntoame, Zaza, na, Edoyo, Milewo, Akoyo, Bana, Azonlio, Milezon, et nous pouvons que mi pour les filles fifi. Il n'y a qu'un me vit clan, Wachawase. Ndogbe, kudo bubu, na, Palimedwa, keken, to Palimentia, kultu akeken muyi kaka idai to jida ndo wawa ndo amelame to funwa muyi plateau akeken diata pa me kudo no keken wa muyi funwo ndo gbene population ko le funwa be Togo vi van oni Togo vi van oni enu amesido la sunwasi orula ndo amehwenu orula no wa be dume akpotitue le wa be dume orula do wa be yosukuru do amehwenu orola ikunji wakpo wagbo lo wa be la mesin be nyawo nti yo enu sugbo le mi abe dupolo la orola to bubu wa nti ado tipenu mi abe edua no le pula ojo na bubu du me vi nti nya o mi gbon le français gbe me fifi va yo wa mi be a o ba jogla sudo va pa wa ku mi so avai mu amunyon mu a ya keke mi do la gbe nu le gbo mi a du me vi wa enu amano wo mi kaka pa mi abe plasi koda me kuwe la ba do tukada ne mi le mi abe du me awo mi matem lo wa du me ga o sha oni nyabe ne o le po du ame vi oji nwede o wa nu aba jona e to le du me ga o gbo one wedu de ne du me vi o baba senombe ojo dati o pa ne amede va kwa wa plasi kone a mi jo baba de ne soja o mi fami o mi jo baba no lo ame kuwe ho abi o wa ma une vero wanchi edukwane koro akperu wanchi ne wa dajo no kaba veve toi ameku kuo wa chevio ahosio wa
on badati o do mi nyale ke no ajona do ko ba we kaka gbere ka kwa o la ba so wa ba da ka o do afi so drapeau chone kwa ne wa bo kwa bo e to te do fun a o ngba to te do fun o ne pa o si gbo apo chen bi o gbo ne ya le nya an se to gbo en ko le ko chi le do ame fifi va le yo ale du me ga o ngba no zimi o e ga ne le do asiade o ngba be no gbon nya le du ta o ne so ga wan va de aso pe lo du anti nen ko e ko chi o wa didi e bien le ye ja me yin ku fan le lo me ya yen ne ke be le pare o nya be nene akekwe e bien le nene amela du pali me ambe nzari e fi ame mi fufu de bla 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 koda wa mama we la jagbele a we la dote e fufu ala nya mi nia alo nene a alo moli akwa moli a mi duna e san wa fufu ai gba yin na o aha fufu ai ina ka bai pa one we be agbeleja cho wa de wa sha wa pedu wanchi na agbeleja ba yin ko ne mi akata mi adu agbeleja to sha la du emi ha mi la du agbeleja to ya mple na dia ne e ba gbele nu kwa o se nyo de wa le la wa apladio matin pladio tonka mo e mi legbu en tout cas nke mi o mi nyale ainsiade mi awe do de ne du me bi wa de fafa tu ne na ho menu tu me bi o ngba no ri aw on est tout fait à Dieu ne chicha o le do me ne chicha o ne fi on mi abe biu nko mi le gbon e wa we mu on est da chi mi abe mero wa de ne wo jo ne du kwa do no cha o bo yin me oni conseiller municipal la filiade obe apo fiko le won apo ebe nya gbo dumega o ne da chi conseiller wa da chi mero wa wodo ano le mero la fi o se le ko le wele golf 4 ne golf 4 be ade afopa eyan ba le golf 4 be a oni apa eyan ba awo mi aso do seji dumega o e la so do seji tutumo gbo o mi ame ko yin dumebi o ami la so do se aji apasawado bo ne dumega o le gbasia e adefu vevetoire on est dit clésia potole station parce que na gleja to jagla no la lo nku ade mu ehun me ola lu edwa na mi ajo yiji bo ade mi ati mba play asimea tumega one no po mo tumega ngba ba no gboro mi be egake yo san so le wo no be aw nwa be gare egake o sana français mo be subventionné ça dit ne no avea tumega o kona apade ne ba po ne dumevi wa de tumega ngba no gboro mi be ne yo we abe le dompu ne yo nwa be gare dua to be gare no so dua be ga so wonu ne dua nka o la no se bebe wo nwa be gare oni na ne dumevi o nevu enu emi o mi le gbon le anse vevere to ade ye yin be anasipeji kadia mo we jona nkumedura do susu ye ngba vanu ye ntile edupoporo nyuemea no na yin vire ade ajoyi amere ha neva game asusu ola no doli enu ala no nyodoji do no unu ayin kaka o we kaka wa siafide ne no bi o shala be ma wo kila pedo e yanti ne ba yin kwa ke sha joa amele baba enwa fo america kadi no yakopwa vevede twa o finakole togu nya gbenene wa piako nya nto dume bi o sha mi baba e pe na do wanchi bo wa piako nya to te nu wo no ho bi e jan mevi ho bi e jan ton bi ai jakwa on te so ka be jo veru ne me ko jakwa na ne la zikpe je la fiofu nya mablu ne ma so wu nwa ma bro na mi be nyento to sito aéroport ma dogbe ne novinye lo obe novinye jave plenu le va ma ju passe jo nyan le to panti va yen ya be ndele jo pa ma se a pri le ngbodo mena ke pri be nya de mu kamwa nya be yen wo soja le npele ku pe kaka nya java ha kona mbale pobe yen o le ku pe to na ba nkenke le jo ma obe president java ile president java ya me de pe mu na mo ajo o yemule gudron tona ji tete o akan president java ye fi apa mi ame pecho ami o mi gbado dro la ba ya lewo susu le chamene ne kwa ke le ha konda fofo yen les gens do monso aéroport mana o vous kaka kusojo deji bla bébé laissez-moi qu'est-ce que j'ai fait laissez-moi nyemnyo nde pe to chamene kwa ndongogo do kona kemen le do aye ke o le tutu e chadola enjongo abe monsieur la dernière fois vous avez voté pour qui? C'est ce que vous avez voté là, c'est ça qu'on vous fait. Mais quand d'accord,
Ameko dakona ye bene jaba yade. O man no mwaju. Alo mu dakona. Oko bien jaton. Oko bolu kogwe bi de ka. Mko dakona eye won. Non gba le jibe sojo alo nene sele ko lo fifi a dan gbedo fun no wa. Jaragba ne akwaba de. Gba je nene ko. Parce que no gba je ka la gba wo ene o ke ngbon yare ami sa me piti ameku kekun le fun wa. O senya o fiti sojo to ya o fiti nyang gbon to ya bo. To pa matune novie kruto méthode mais egbe a ola ho 500 francs ola du bondu ko gbe bi de ka egba yi pe atun me ola du aya ameko le jidu duaji ameko le jidu duaji ale ni awu edo de ade ni avole to ame ye ni tado jin kele mio mi abe ha ko yo na be anse ichi ntogbe na me siame kujo bubu to khere e fi osa vole ko le edu ame keke wa nchipe na olu akpe na adaundo la ke kpona kadede nye ke nona ANC kudo nyakaka do la apeto Francis Pedro Amuzu e mi ho ilele popuna mia globe nya vovu owe miglon ke ikare dibe amesia me so etoleme amesia me doto enyakewe edogo nya donko ejina be wona ya le mi gbelewe egbe kosida mi lagbase eso joda negbe po ndo ga ton hohoa e gon be ba se on kaka ejiji vire tami la don va vire ne mi atese nyere ameyo va lemi le dodomia mi o mi ngavon considère egbanagbe il a gbase de kebenya. Alors je disais, nous arrivons comme ça à la fin de notre entretien avec le conseiller de l'ANC chargé des relations avec les médias. Je nomme ici Francis Pedro Amuzu, c'est lui notre invité d'honneur. Il a fait le déplacement depuis Lomé pour Palimé et nous entretenir, n'est-ce pas, sur les différents sujets qui meublent l'actualité socio-politique dans notre pays. Nous le remercions infiniment et nous leur souhaitons bon vent. Alors, chers fidèles auditrices, auditeurs, c'est la fin. Nous allons nous retrouver demain lundi à partir de 15h pour la rediffusion, et ceux qui viennent de nous capter, ne vous inquiétez pas. Dimanche prochain, on va revenir et lundi va suivre encore la rediffusion. Était au micro Paul Kawi. On se dit à très vite.